Salut les terriens, bienvenue dans votre talk du samedi. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Moi, non. Les États-Unis ont refusé de reconnaître la Palestine. Moi, franchement, je pensais qu'Obama était plus physionomiste que ça. Ce soir en P1, nous accueillerons Pierre Péan. Pierre Péan, bonsoir. Bonsoir. De l'affaire des diamants de Giscard au scandale Elf, en passant par la jeunesse cachée de François Mitterrand, vous dévoilez livre après livre les dessous de la politique française. Vous êtes ici ce soir, Pierre, pour une révélation exceptionnelle. Vous allez nous dire qui est le père de l'enfant de Rachida Dati. Je ne vous le dirai pas. Pourquoi? Parce que jamais je vais sur le terrain de la vie privée. Ah, mais vous le savez. J'ai entendu des choses. Ouais. Alors en P2, nous accueillerons Julie Delpy. Julie Delpy, alias July Delpy, qui arrive de Los Angeles pour présenter son nouveau film. Je pense que Frédéric Mitterrand va la nommer chevalier des arts et lettres, comme tous les artistes américains qui passent à Paris. Toujours en P2, nous accueillerons Philippe Poutou. Poutou, candidat du NPA au présidentiel. Paraît que Besancenot avait oublié de poser ses vacances à la Poste pour la campagne. Enfin, en P3, après le zapping et Guillon, nous accueillerons notre invité du samedi 20h. Ce soir, Charlotte Valandré, pour son livre intitulé « De cœur inconnu » aux éditions du Cherche Midi, où elle raconte qu'elle tombe amoureuse du mari de la femme dont on lui a greffé le cœur. L'émission s'appelle « Salut les terriens » et le groupe « Les Gréments de Fortune ». Pierre Péan, rebonsoir. Vous publiez chez Fayard votre 25e livre, La République des mallettes, où l'on découvre que partant du postulat que celui qui a le plus d'argent a le plus de chances de gagner, certains hommes politiques font tout pour se constituer un trésor de guerre. Mais comme c'est de plus en plus difficile, ils font appel à des intermédiaires qui pompent des commissions et des rétrocommissions sur les grands contrats de l'État, contrats industriels, contrats d'armement. Alors, il y a eu l'époque des Akram Ogé, des Adnan Khashoggi, des Samir Traboulsi. Aujourd'hui, ça serait plutôt Alexandre Djouri, Ziad Takedine ou Robert Bourgi. Oui, absolument. Contrairement à vos autres enquêtes, vous avez eu du mal, sur celle-là, à compiler les preuves écrites. Oui, parce que j'ai l'habitude, moi, de privilégier l'écrit, les Ouais. pièces écrites. Et là, le moins qu'on puisse dire, c'est que j'en ai pas trouvé des masses. Ouais. Des tas de gens m'ont parlé, mais Ouais. la plupart du temps, des gens, c'était off. Ouais. Je me suis servi quand même beaucoup des affaires existantes que Ouais. tout le monde a entendu parler. J'ai essayé de donner une cohérence à l'ensemble. Et là, il y a des pièces écrites, il y a des procès. Et j'ai estimé que néanmoins, malgré les quelques faiblesses, je faisais progresser le schmilblick et que j'arrivais à dresser un tableau impressionniste de la corruption française depuis une vingtaine d'années. Alors, il y a aussi eu des mises en garde, hein, comme celle de l'ex-conseiller à la justice de Nicolas Sarkozy, Patrick Ouart, qui vous dit « Compte tenu des protagonistes en cause, de leur mentalité et de leurs moyens, je ne puis que vous recommander la plus grande prudence. » Je crois que cette simple phrase, au fond, résume tout mon livre. C'est vrai que la DCRI, la Direction centrale du renseignement intérieur, a appelé votre éditeur pour avoir les épreuves du livre. J'avais le sentiment que tout le monde m'observait, des gens me rencontraient, faisaient comme si... Et c'est vrai qu'ils savaient des choses, je ne savais pas comment ils savaient des choses sur mon enquête, me mettaient en garde, me disant de faire attention, etc. Ah, vous avez été pisté pendant toute votre enquête. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, parce que, mais ils ont fait des choses, ça c'est sûr. Vous avez été menacé physiquement? Ben, une fois, disons que j'ai estimé que c'était crédible. Quelqu'un que connaît bien le jury, que je connaissais depuis longtemps, m'a transmis des menaces. Et donc, je l'ai tellement cru, mais avec relativité, il ne faut jamais non plus surestimer les mots, mais j'ai quand même été voir le directeur général de la police nationale, à la fois pour lui dire les menaces, à la fois pour lui dire que même Patrick Ouart m'avait mis en garde, et donc le directeur général m'a dit qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'ai dit je veux seulement que vous sachiez. Voilà. Votre jambe, là, ça n'a rien à voir. Non, non, ma jambe, ça n'a rien à voir, non.
Vous n'avez pas de garde du corps, là? Non, non, non. Non. Méfiez-vous quand même. Il y a eu des époques dans ma vie, c'était encore plus dur. Ah oui, d'accord. Alors, Ziad Takieddine est au cœur de l'actu suite à la mise en examen de Thierry Gobert et de Nicolas Bazir dans l'affaire Karachi. On retrouve Takieddine dans votre livre. Ce qui est très marrant dans cette histoire, c'est que aussi bien Takieddine que Gobert ont été balancés par leurs femmes. Il y a toujours des dénonciations où c'est l'adversaire politique, où c'est une personne qui est frustrée. Hein, et donc, en l'occurrence, c'est les femmes. Une clé USB a été donnée donc, au juge, mais aussi à Mediapart, qui, depuis le 11 juillet, fait un véritable feuilleton où on voit les photos de Takieddine avec Brice Hortefeux, avec Jean-François Copé, etc. Donc, c'est terrible, d'ailleurs, ces images. Autrement dit, chaque jour, grosso modo, depuis la sortie de mon livre, je vois des confirmations de mon livre. Alors, la vedette de votre livre, c'est quand même Ahmed Djouri, alias Monsieur Alexandre, qui est passé dans F3 de Sarcelles au Palais de la République, à commencer par l'Élysée. Alors, vous dites c'est le lascar type de banlieue fasciné par Alexandre le Grand. Oui, j'avais certes beaucoup de papiers de la police, parce que c'est une période où il laissait des traces. Il n'en laisse plus depuis. Mais j'ai été voir les lascars, et tous ses copains de l'époque. Et parmi ses copains, des gens qui ont fait de la prison et qui en ont fait lourd et qui ont un peu les boules, hein, qui considèrent que l'un d'entre eux m'a dit, mais Alexandre casse toujours les marches. Hein, c'est-à-dire qu'il se sert de gens, mais après il l'oublie. Et j'ai été un de ses anciens amis m'a raconté que à Sarcelles, eh bien lui, il pensait à Alexandre le Grand. Ça prouve une certaine ambition. Absolument. Absolument. Alors, vous dites effectivement que sa jeunesse a été liée au milieu. Vous avez des preuves là-dessus? De ce côté-là, je crois qu'il peut venir, s'il me fait un procès, j'ai je sais pas, 15 cm de dossier, et là-dessus, il n'y a pas de problème. Parce qu'il n'a jamais été condamné, hein? Exactement. Il y a une scène qui est quand même intéressante, c'est mi-avril 1986. Il est dans l'hôpital Saint-Louis, et il a reçu une balle de 11,43 dans le dos. Ce qui est quand même pas rien, et il va rien se passer pour lui. Et pourquoi il va rien se passer? C'est qu'il va être pris en main, il va être repéré, parce que c'est un personnage, enfin, on voit bien, il sait, il a une tchatche extraordinaire, il sait approcher des gens importants, il sait les convaincre qu'il peut leur rendre des services. Il a du charme et du charisme. Et ça, c'est clair. Il n'aurait pas fait ce parcours. Et donc, il est pris en charge par des policiers qui vont le protéger. Il va rendre des services à une partie de l'appareil d'État français. Et donc, il va commencer à devenir quelqu'un d'important, tout simplement parce qu'il va connaître des secrets très importants. Et puis après, il bascule. Alors là, il va changer complètement. Après, c'est Villepin. Vous dites que c'est Villepin, alors secrétaire général de l'Élysée sous Chirac, qui l'a fait changer de dimension. Absolument. Le changement de dimension à partir de 95. Alors, à la fin du livre, vous expliquez son pouvoir par une phrase de lui. « Je les tiens tous par les couilles ». Ça veut dire quoi? Je connais vos secrets, alors calmez-vous. Alors, dans le Point de la semaine dernière, Alexandre Djouri vous accuse de diffamation, d'amateurisme et de ne pas avoir cherché à le voir pendant votre enquête. Alors bon, c'est le minimum qu'il puisse faire quand même de contester mon livre. J'assume totalement cette critique. Puis quand la loi est le secret, finalement, ça sert à rien d'aller voir les gens, parce que de toute façon, ils vont pas vous dire oui, c'est vrai. Ils vont me dire, voilà, à quoi ça sert? C'est comme quand j'ai raconté l'histoire sur l'Afrique avec Bourgi. Si j'allais voir Dominique de Villepin, il allait me dire c'est faux. Est-ce que vous avez reçu du papier bleu? Pour le moment, non. Vous l'avez fait lire des avocats, le bouquin? Ça, évidemment. Évidemment. Et donc, c'est vrai que mon livre est assez éloigné de la première version. L'éditeur et moi voulions limiter les risques. Alors, est-ce que vous pensez que les révélations de Robert Bourgi dans le JDD dimanche dernier sur les fameuses mallettes qui arrivaient à l'Élysée, etc., est-ce que c'est un contre-feu qui est destiné à torpiller l'événement qu'est votre livre? Ce qui est certain, c'est que pendant 3-4 jours, on n'a plus parlé de mon livre et on n'a parlé que de Bourgi. Alors, au moment de votre livre sur le Rwanda, vos détracteurs l'ont comparé à Mein Kampf. Vous, on vous a comparé à Forisson. On vous a traité de négationniste. Au moment de votre livre sur le business de Kouchner en Afrique, on vous a accusé d'antisémitisme. Vous attendez à quoi, là? Apparemment, là, c'est un soulagement. D'habitude, on me tape dessus. Et vous avez signalé, ça a été une période très, très difficile de ma vie. Pour le moment, je veux dire que la presse est plutôt
plutôt sympathiques à mon endroit, ce qui me surprend, enfin, ce qui est agréable. Et on peut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'émissions de télévision qui vous invitent quand même, hein. Mais ça va peut-être venir. Hein, ouais. Mais c'est vrai que je ne suis pas débordé de ce côté-là. Alors, vous refusez qu'on vous appelle journaliste d'investigation parce que vous dites la plupart de ceux qui sont devenus journalistes d'investigation au début des années 90 n'investiguaient pas vraiment, ils ne faisaient que gérer les fuites que leur balançaient les flics et les juges. Ensuite, c'était légitimé par Le Monde, époque Plenel. Et vous dites qu'ils sont arrivés finalement à flinguer le secret de l'instruction, qui était quand même une protection importante pour le citoyen. Et quel est le défaut principal de ce type de journalisme? Il est à la remorque des instructions judiciaires. Il ne commence à parler d'une affaire que quand il y a une affaire judiciaire. Moi, je revendique un journaliste beaucoup plus risqué, beaucoup plus aléatoire, qui peut se planter, qui est le journaliste d'initiative. C'est-à-dire que c'est moi qui décide à quel moment je lance une enquête. Et je prends le risque de me tromper. Voilà. Alors, vous préparez quoi? On dit qu'après la République des mallettes, vous préparez la République des gourmettes, c'est vrai? Non, pour le moment, j'ai pas décidé encore. J'ai pas décidé ce que je faisais. Vous savez des trucs sur moi? Non. Dites-moi. Hein. Non. Sûr, hein? Non, puis non, c'est pas... Ça rentre pas dans mon champ. Nous sommes toujours en compagnie de Pierre Péan. Et nous accueillons Julie Delpy. Et Philippe Poutou, bonsoir. Alors, Julie Delpy, rebonsoir. Je dis Julie Delpy, je pourrais dire July Delpy, non? Non. Alors, vous vivez entre Paris et Los Angeles. Oui. C'est pas trop pénible, cette routine boulot, dodo, Boeing, boulot, dodo, Boeing? J'aime pas trop prendre l'avion, donc c'est un peu hardcore, mais j'essaye de passer 2 mois là, quoi, voilà, vraiment me partager... Pour prendre l'avion le moins souvent possible, voilà, finalement. parce que j'ai très peur en avion. Pourquoi? J'ai peur de m'écraser en avion. Non. Oui, si. Mais je me drogue dans l'avion, ça aide. Je prends des... Enfin, ça aide moyen, hein. Je crie quand même au décollage, mais bon, je suis sortie d'un avion il y a 3 jours, donc... Ils l'avaient un peu mauvaise, mais bon, non, ils étaient très gentils. Ils ont compris que j'ai eu une crise de panique, j'ai pas pu prendre l'avion, donc je suis sortie. Vrai, mais j'en ai pris un autre le lendemain, enfin bon, voilà. Alors, Julie, vous êtes née en 1969, de parents comédiens, saltimbanques, un peu anards. Enfant, après l'école, vous passez vos soirées toute seule, dans les 26 mètres carrés de vos parents. Vous lisez des poèmes. Et comme vous êtes un peu grosse, vos parents vous appellent Marguerite Duras. Oui, et j'ai des grosses lunettes et j'ai pas de cou. Et mes parents m'appellent Marguerite Duras, en effet. Ouais, c'est mon petit vous avez bien changé, dis donc. Je me suis, j'ai un peu essayé de sortir de ma coquille. Ah, mais c'est bon, c'est réussi. C'est réussi, Mais je suis restée un peu Marguerite, au fond. Ouais. Alors, à l'époque, vous commencez à faire de la figuration aux côtés de vos parents dans des pièces d'Arabal, de Topor, de Copie. Et votre première apparition au cinéma, c'était à l'âge de 7 ans. Si j'ai bien calculé, vous êtes en âge de prendre votre retraite, là. Hein. Oui. D'ailleurs, j'y pense parfois. Mais vos vrais débuts, c'est à 14 ans avec Jean-Luc Godard dans Détective et Léo Scarax dans Mauvais sang. Et le premier grand rôle, c'est La Passion Béatrice de Bertrand Tavernier. Voilà. Ensuite, vous avez fait des films avec Christophe Kieslowski, Aki Kaurismäki, Volker Schondorf. Mais c'est un choix de faire des films avec des gens dont on n'arrive pas à dire le nom? C'est par provoque, Ensuite, vous vous mettez à réaliser des films, dont Two Days in Paris et La Comtesse. Et aujourd'hui, vous présentez votre 4e film, le Skylab. Alors, le Skylab, c'est un satellite, en fait, qui devait tomber en 1979 sur la Bretagne. Finalement, il est tombé dans la mer au large de l'Australie. L'Australie, voilà. Mais cette menace fait très peur à Albertine, la petite héroïne du film, qui est en Bretagne avec toute sa famille, pour fêter l'anniversaire de la grand-mère, voilà. Donc votre film, c'est un film, finalement, une comédie familiale, avec un titre de science-fiction. J'ai jamais eu les moyens de faire un film de science-fiction, donc j'ai récupéré un titre de science-fiction sans faire un avec un film qui se passe très sur Terre et bien dans l'humus même. Voilà, mais c'était un peu voulu, évidemment, c'est le contraste. On va regarder à quoi ça ressemble, Julie. Alors, vous avez fait beau voyage? Lâchage de fauve. Non, oh. Doucement, là, les asticots, là. J'en ai marre qu'on me foutait à table des mioches à 17 ans.
qu'on sera tous morts. Pourquoi? À cause du Skylab, un satellite qui va tomber cette nuit. C'est super dangereux. Oh merde, on est sur la plage des nudistes. Bonjour. Bon, en tout cas, Titine est muette depuis qu'elle a vu le zizi de Mathieu. Elle a même failli lui attraper le kiki à la place de la main. Bonjour. C'était bien sympa cette petite sauterie avec les deux pupus. Va réveiller tonton Hubert. Merde, il va se pendre. Je sais bien que tu l'adores. Elle a de jolis yeux. Les dernières législatives ont été un échec pour la gauche, mais le PS a progressé. Moi, je vous dis que c'est la gauche qui va passer aux prochaines élections. La gauche ne passera pas, moi je quitte le pays. Mais quitte le pays! Une étoile, où toi aussi tu brilles un peu. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je t'offre un titre formidable, la balade des gens heureux. Je t'offre un titre formidable, la balade des gens heureux. Bravo. Le Skylab de Julie Delpy, sorti le 5 octobre. Super. J'ai essayé de faire un film le plus naturel, le plus naturaliste possible, quoi. Ouais. Le vrai truc du film, je crois que c'est un film qui rend extrêmement joyeux. Non, ce que je comprends pas, ça fait 20 ans que vous êtes à Los Angeles, si vous faites un film sur la Bretagne en 79, quoi. Oui. À quoi ça sert d'habiter à Los Angeles? Mais j'ai eu ce besoin tout d'un coup d'exprimer quelque chose, des souvenirs, quoi. Les gens s'engueulent sans arrêt, ça parle de politique sans arrêt, ça parle de la peine de mort. Ah oui, bah, c'est en 79, Mitterrand va arriver, oui, bien sûr. Et puis il y avait une terreur terrible. Alors les gens de droite pensaient que si la gauche était au pouvoir... Il y aurait des chars russes à Paris, oui. Voilà, je me souviens très bien, gamine, et j'avais envie de revoir ça, de revivre ça, quoi. Alors, vous êtes, comme d'habitude, scénariste, réalisatrice, actrice. Si ça se plante, on pourra dire que c'est un peu de votre faute, quand même. Voilà, oui, c'est ça, exactement. Merci. En tous les cas, merci de ne pas avoir fait la guerre des boutons. Ah bah, non, parce que... Le 3 oui. Alors, Philippe Poutou, rebonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le candidat du NPA, le nouveau parti anticapitaliste à l'élection présidentielle de 2012. C'est vous, donc, qui remplacez Olivier Besancenot. Pourquoi il a arrêté? Il en avait marre de perdre. Ça commence bien. Vous l'avez dit au début, il n'a pas pu prendre ses congés. Ah oui, c'est ça. Donc, Mais vous êtes vachement sympa, hein. Ah oui? Ah oui, vraiment. Vraiment. Je me demande si vous n'êtes pas plus sympa que lui, hein. Non, c'est vrai. Vous avez son bonjour, en fait. Non, mais on l'aime beaucoup, on l'a beaucoup aidé. Ça a servi à rien, mais... Alors, Poutou, il s'appelle. Poutou, c'est facile le slogan, un Poutou pour la France. Un Poutou pour la France. Vous avez... Un gros Poutou pour la France. Alors, vous n'avez pas peur quand même qu'un révolutionnaire qui s'appelle Poutou, ça fasse rire le MEDEF? Bah si, mais tant mieux pour eux. Il est timide, hein? Bah c'est normal, attends, il a jamais... Je suis pas habitué, là. Il débute, attends, il débute. Je vois, ouais, non, il mais il débute. Je suis pas rodé à ce Non, genre non, mais surtout, il a refusé de faire du média training en plus. Il veut pas, il veut rester vraiment lui-même, ce qui est une bonne idée, d'ailleurs. Parce que quand on voit Strauss-Kahn, qui a dû faire du média training pendant tout le dimanche... Aux États-Unis, il les a fait. Il avait travaillé, oui. Ah oui, il a trop travaillé, parce que franchement, ça sentait le média training, alors que vous, non, vous voyez. Qu'est-ce qui s'est passé avec Nafissatou Diallo, Philippe? Alors, vous êtes né en 1967 à Villemomble. Alors, chez vous, ils sont tous postiers, hein, sauf vous. Il a raté le concours, le mec. Qu'est-ce que vous avez fait pour rater le concours? Je n'ai pas travaillé. Oh non. Besancenot, il l'a eu, lui. Oui, il l'a eu. Ouais. Bon. Alors, adolescent, vous êtes à Nard. Ouais, vous adhérez à Lutte ouvrière. Puis là, vous faites effectivement des petits boulots. Vous remplissiez des bouteilles de vin, je crois. Ça, oui, il y a la mise en bouteille, surtout du côté de Bordeaux, donc il y a bien, pas mal... oui, enfin, c'est du travail à la chaîne. Hein, mais on peut pas en boire un peu, non. Enfin, si on peut, mais après, on peut être viré aussi. Ah ouais. En revanche, quand vous entrez chez Ford, là, CGT. Une fois que je suis embauché et que j'ai fait ma période d'essai. Et voilà. Et là, vous devenez l'interlocuteur privilégié des journalistes pendant le conflit social
de votre usine en 2010. Vous dites qu'il fallait aller parler aux caméras. Les copains m'ont poussé. C'est bien. Ça a commencé en 2007. Ouais. On a eu 4 ans de bataille pour sauver l'usine. Et très rapidement, il a fallu qu'il y ait des copains qui se pointent devant les caméras ou devant les micros. Et comme personne ne voulait le faire, je l'ai fait, quoi. En tous les cas, vous avez quand même sauvé 1000 emplois. On aurait bien aimé en sauver plus, mais on a en tout cas empêché la fermeture de l'usine. Ouais. Alors, vous continuerez à travailler pendant la campagne présidentielle. Vous dites arrêter serait comme intégrer la caste des politiciens isolés de la société. Ça veut dire que lundi matin, vous travaillez, quoi. Voilà, à 6 h du matin, je serai au boulot. Ouais. Mais je demande à avoir 2 jours quand même de disponibilité par semaine, parce que les allers-retours à Paris, enfin voilà, ça va être très compliqué. Sans solde. Ah, c'est sans solde. Ah bah oui, là, il n'y a donc pas de cadeau. Donc ça va vous coûter du blé, cette campagne, à vous. Oh bah, il y aura le parti NPA bah oui, quand même. Complétera, évidemment. Non, parce qu'on voit, quand on voit ce que les autres ramassent, là, quand on écoute Péan, on se dit quand même... Nous, on n'a pas... Vous n'avez pas de mallette, vous. Nous, on n'a pas de mallette. On n'a pas de relation avec l'Afrique. C'est bizarre, un parti qui n'a pas de mallette, quand même. Alors, est-ce que vous avez un programme où vous dites, vu que je vais perdre, de toute façon, c'est pas la peine de bosser pour rien? Le programme, c'est l'anticapitalisme. On pense qu'aujourd'hui, la crise dans laquelle on se trouve, elle est liée à un système. Et la question, c'est pas d'aménager ce système-là, d'essayer de voir si on peut pas taxer un peu plus les riches et un peu moins les pauvres. C'est tout simplement prendre le contrôle de tout ce qui se passe. L'exemple des banques, hein, c'est exproprier les banquiers, c'est faire en sorte qu'il y ait un service public bancaire, enfin un monopole public de la banque à l'échelle européenne. Voilà, donc on a des tas d'idées qui sont évidemment très originales par rapport à tout ce qui se dit à longueur d'heure à la télévision. Ah, c'est sûr. Et puis dans le fond, après, c'est que la population, elle se prenne en main et que justement, elle ne fasse pas confiance à des politiciens professionnels. La politique, c'est l'affaire de tout le monde. La politique, c'est l'affaire de tout le monde. Ouais, et il n'y a pas de raison d'en faire un métier à part. Ouais. Et le livre, oui, une casse politique. Et le livre de Pierre Péan, finalement, ce serait la conséquence d'une casse politique coupée de la population, où il n'y a aucune transparence. Ils font ce qu'ils veulent, de l'argent, il y en a partout, ils se la distribuent, tout ça. Et voilà, c'est le résultat de cette casse politique. Et nous, ce qu'on pense qu'il faut, c'est que la population directement fasse de la politique, qu'on trouve une délégation, enfin voilà, que les élus soient révocables, qu'il y a une limite de salaire. Enfin voilà, il y a des tas de choses à discuter, mais surtout qu'il faut qu'il y ait une transparence et une opacité complète, ce qui n'est pas du tout le cas de la démocratie actuelle. Ça te branche? D'une certaine manière, ça me branche plus que le marasme en face. Quoi. Je ne sais pas pour qui je vais voter encore, je n'ai pas encore vraiment décidé. Ça va être difficile cette fois. Hein. Oui, mais enfin, surtout, moi, je suis vraiment déçue par la politique en général et la politique mondiale en général. Parce que, par exemple, même aux États-Unis, je pense qu'Obama avait des bonnes intentions, mais la minute où il est au pouvoir, il est fini. Les lobbies prennent le pouvoir et il n'a plus rien à dire. Et d'ailleurs, toutes leurs idées, leurs belles idées sont jetées à la poubelle tout de suite. Parce que le véritable pouvoir, c'est quoi? C'est les multinationales, c'est Total. Parce que par rapport à l'Afrique, c'est des entreprises comme ça qui elles, payent après. Parce qu'en fait, elles se payent tout un personnel politique pour faire ce qu'elles veulent. Et alors, elles payent des dictateurs ou elles payent des présidents en France. Oui, vous dites, Philippe, nous, ce qu'on a envie, c'est que Sarkozy, il soit giclé. Exactement, c'est vos mots. Ouais, c'est bien dit. Hein. C'est très bien dit. C'est pour ça que je vous cite vraiment. On va faire un rêve. Philippe, vous êtes élu président de la République. Est-ce que vous allez pouvoir supporter, vous, les soirées au Fouquet's, le yacht de Bolloré, les jets privés? Est-ce que vous allez y arriver? Ben oui, parce qu'on peut exproprier tout ça aussi. Hein, Et voilà. Très bien. Philippe Poutou, mesdames, messieurs, un Poutou pour la France. Bien. C'est mon slogan. Alors, on passe maintenant à l'actualité de la semaine avec l'édito de Blacko. Et c'est Claude Allègre que nous retrouverons sur ce plateau après le magnéto. Ça y est, DSK est passé aux aveux, il a reconnu son erreur. En 2010, quand il affirmait que les Allemands avaient tort de s'inquiéter d'une possible faillite de la Grèce, c'était une erreur. Je vais bien, tout va bien. Depuis, sur la question de la dette grecque, DSK a mis un peu d'eau dans son ouzo. On peut dire les Grecs paieront tout seuls, mais ils peuvent pas. Ou on peut dire, parce que nous sommes dans une union, nous allons partager cela. Et il faut le faire. Quel franc-parler! Alors que 68% des Français refusent de payer pour les Grecs, DSK prend l'opinion à rebrousse-poil. Maintenant qu'il n'est plus candidat, il nous dit enfin la vérité. Il faut accepter de reconnaître qu'il faut prendre sa perte. Il y a une perte,
Il faut la prendre. Pareil pour Christine Lagarde. À peine arrivée au FMI, elle découvre que les banques européennes sont tellement plombées par la dette grecque qu'il faudrait les renflouer. Ah, si elle était restée au gouvernement, jamais elle n'aurait dit un truc pareil. Pas la peine d'énerver les électeurs avant l'échéance de 2012. Je vais bien, tout va bien. Alors, qui faut-il croire? Lagarde et DSK qui tirent le signal d'alarme? Ou le gouvernement qui nous dit que les banques ne vont pas si mal et que la Grèce va payer? Je vais bien, tout va bien. Si ça se trouve, le gouvernement dit ça juste pour ne pas nous inquiéter. Ça s'est déjà vu. En 2007, en Angleterre, la faillite de la banque Northern Rock a poussé les épargnants à venir retirer toutes leurs économies. Du coup, en 2008, quand le gouvernement de Gordon Brown a prêté 62 milliards de livres à 2 banques en faillite, eh ben il n'a rien dit à personne. Je vais bien, tout va bien. Un pieux mensonge, juste pour ne pas énerver le bon peuple. Les banques françaises ont les reins suffisamment solides pour faire face à tous les scénarios les pires. Alors même si tout va très bien, mieux vaut acheter ses cadeaux de Noël dès maintenant parce qu'en décembre, qui sait si on aura encore les moyens. Non, je ne crois pas cela. Je ne crois pas à cette thèse psychologisante. Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grappe. Bravo. Claude Allègre, bonsoir. Bonjour. Vous êtes ancien ministre de l'Éducation nationale, professeur émérite à l'Institut de physique du Globe à Paris, et vous venez de publier « Peut-on encore sauver l'Europe chez Plomb ?» Ben, l'Europe, justement, on va en parler. Alors, qui croire? Christine Lagarde, ministre de l'économie, qui dit que les banques françaises sont en pleine forme, ou Christine Lagarde, patronne du FMI, qui dit qu'il faut les recapitaliser, avec de l'argent public, bien entendu. Qui croire? DSK, patron du FMI qui n'est pas inquiet sur la Grèce, ou DSK chez Chazal, qui dit que la Grèce ne remboursera pas et qu'il faut éponger la dette, toujours avec l'argent public, évidemment. Est-ce qu'il faut croire Fillon, qui dit que DSK a une position irresponsable? Est-ce qu'il faut que j'aille retirer mon pognon de la banque? Pas tout de suite, mais peut-être ça viendra. C'est rassurant. Vous me direz le jour. Pas tout de suite si on ne bouge pas. Ouais. Parce que toute cette crise est une crise d'abord politique. Et il ne faut pas penser que c'est une crise technique. Les politiques ont une double responsabilité. La première responsabilité, c'est qu'ils ont laissé le monde de la finance se développer hors de proportion. Les transactions financières sont plusieurs centaines de fois supérieures aux transactions des services et des biens. Donc, comme dit Max Gallo, seuls les imbéciles comme nous travaillons pour gagner de l'argent. Les gens intelligents, ils font travailler l'argent à leur place. Et la deuxième chose, c'est le problème de l'Europe. On fait rentrer n'importe qui, dans n'importe quelles conditions, en se disant toujours, de toute manière, les Allemands paieront. Ouais. Mais les Allemands, ils ne vont pas payer éternellement. Voilà. Imaginons, comme dit DSK, qu'on éponge la dette de la Grèce. Combien ça coûte et qui va payer? Alors, d'abord, si vous payez la dette de la Grèce, on va vous demander de payer la dette du Portugal, la dette de l'Irlande, la dette de l'Espagne, etc. Donc, vous allez avoir ce qu'ils appellent les dominos. Vous ne pouvez pas faire ça s'il n'y a pas une contrepartie. La réponse disant il faut éponger la dette de la Grèce, elle ne peut pas marcher s'il n'y a pas un mécanisme de l'autre côté qui permet d'espérer que la Grèce va se refaire une santé. Les Grecs, ils ont inventé la démocratie, la philosophie, mais pas la comptabilité. Hein, c'est seulement. C'est sûr. Vous la payez pas, la dette, hein, Philippe? Nous, on pense que la dette, elle est illégitime et qu'il faut l'annuler. Pour bien distinguer, nous, on est inquiets pour nous et pour les populations, mais pas pour les spéculateurs. Parce que là, on nous baratine quand même sur ces histoires de déficit, de dette. Ce qu'on ne demande jamais, c'est d'où vient la dette. Pourquoi il y a des trous comme ça? Pourquoi c'est pas un problème de comptabilité? Il y en a qui comptent mal ou pas. C'est que pendant des années, partout, il y a eu des plans d'austérité. On a attaqué sur l'emploi, sur les salaires, mais partout en Europe, c'est la même chose, quoi. Alors du coup, les États, ils avaient moins de recettes fiscales. Ils dépensaient toujours autant. Ils faisaient des cadeaux aux patrons en exonérant les patrons de plein de choses. Et là, maintenant, l'État s'endette et on demande de payer les dettes. Et c'est les banquiers qui encore se remplissent les poches. Enfin, c'est ça qui est terrible. C'est qu'il y a une logique qui ne s'arrête jamais, quoi. Et c'est un système qui est pourri de chez pourri, et c'est les peuples qui trinquent. Voilà. Alors, avant de passer aux remèdes de Claude Allègre, hein, parce qu'il a des remèdes, Claude. Hein. Pour l'Europe. Pour l'Europe. Pas mal, déjà. Il ne peut pas avoir des remèdes pour le monde entier. Non, il a des remèdes pour l'Europe, c'est déjà sympa. Oui. Vous êtes déjà bien aimable. Bon.
Vous en pensez quoi, vous, de tout ça? Vous avez de l'argent à la banque? Vous êtes inquiète? Ouais, enfin, en même temps, j'ai pas énormément d'argent non plus, donc Oui. en même temps... Si c'est 70 000 euros, c'est garanti par l'État. Mais par contre, ce que je me dis, c'est que je vois depuis des années une sorte de société qui fonctionne sur des fondations, je pense, malsaines, que ce soit l'économie, la politique, mais même par rapport à l'écologie, quoi. Enfin, je veux dire, on est dans une économie de guerre et de destruction, au lieu d'être dans une économie, je pense, de construction et de protection de notre avenir. Vous dites quoi. que tout tourne autour du pognon, mais aux États-Unis, ça doit être terrible pour vous, parce que c'est encore pire qu'ici, là-bas. Oui, mais c'est très clair là-bas. Enfin, tout vraiment tourne autour du pognon. C'est très, très clair. Le système n'est pas plus corrompu qu'ailleurs. Enfin, moi, je suis beaucoup moins inquiet pour les États-Unis que je suis inquiet pour l'Europe. Hein, je vous le dis tout de suite. Pourquoi? Parce que aux États-Unis, il y a aujourd'hui un travail d'innovation technologique absolument extraordinaire qui vont permettre de mettre des produits sur le marché. Et puis la deuxième chose, c'est toute bête. Un tiers de la dette américaine, c'est les Chinois qui l'ont. Donc les Chinois, à la fois, ils tiennent les États-Unis, mais ils ne veulent pas les couler parce qu'ils perdent l'argent. Donc les Chinois vont aider les Américains. Tandis que l'Europe, dans cette affaire, on a beaucoup moins d'innovation. En plus de ça, quand on a des innovations, on en fait cadeau aux Chinois. Regardez ce qui vient de se passer sur les TGV. On leur a appris à faire des TGV. Ben, ils sont concurrents sur le Los Angeles-San Francisco d'Alstom. Alors, Claude, vous proposez d'européaniser les dettes grecques, portugaises, irlandaises, et les pays dont la dette aura été européanisée, c'est-à-dire partagée par tous les Européens, ne seraient plus dans l'euro, mais associés à l'euro, avec un taux de change fixe. Dans un euro bis. Un euro bis, alors, un peu comme le franc CFA ou le franc Pacifique. Un seul euro, un autre euro. Un autre euro. Simplement, si vous voulez, si vous dites aux Grecs, vous ne pouvez pas les faire sortir de l'euro. Mais si vous leur dites, voilà... D'abord là, on ne peut pas sortir de l'euro de toute façon. Il n'y a rien qui est prévu pour sortir de l'euro. Non, rien du tout, rien du tout. Donc personne ne peut sortir de l'euro. Les Grecs peuvent sortir de l'euro s'ils le décident. Voilà. Mais les Grecs, en ce moment, ils n'ont pas intérêt. Non. Bon. Alors, il y aurait l'euro dur, l'euro des... Bon. Et puis après, il y aura un deuxième euro, qui serait un espèce de petit euro. Non, pas petit euro, un euro, non, un euro avec un taux de change fixe, ce qui permettrait d'espérer que ces pays repartent. Si on dévalue 50%, l'euro grec est dévalué de 50%. Vous prenez vos vacances en Grèce, par bien entendu, c'est 50% moins cher, bonne blague. Voilà. Et donc l'économie repart. À ce moment-là, on paye, moi je propose de payer la moitié de leur dette. Mais la deuxième chose, c'est que si on ne fait pas autour de l'euro une Europe, non pas une Europe supranationale, parce que j'y crois pas, quand vous regardez quand même le moteur de l'Europe, c'est le couple franco-allemand. Mais oui. Ce que vous proposez, donc c'est une fédération franco-allemande où la France, dans la corbeille de mariage, apporterait sa présence au Conseil de sécurité, sa puissance atomique, son influence en Afrique, et l'Allemagne apporterait sa rigueur budgétaire et son dynamisme industriel. Voilà. Vous voulez une Europe, une fédération de pays. Voilà, une fédération de pays. Avec au cœur de cette fédération le couple franco-allemand. Absolument. Attendez, qu'est-ce que vous en pensez, Pierre Péan? Je suis assez d'accord. Je pense qu'il n'y a pas, ça ne peut se constituer à quelque chose qui marche qu'autour de ce couple, de toute façon. Quand vous voyez la crise, c'est quand même un spectacle désolant pour l'Europe. Vous voyez la crise, vous voyez Sarkozy, vous voyez Merkel. Où est Barroso? Vous êtes anti-Bruxelles, vous voulez sortir l'Europe de Bruxelles? Je pense que je suis anti-technocratique parce que je l'ai vécu. Pourquoi? Parce que les gens sont attachés à leur nation, mais ils sont prêts à aller vers l'Europe. Philippe, ça vous semble cohérent ce qu'il raconte? Non, enfin, désolé. De toute façon, c'est des fausses solutions. Enfin, même à la limite, c'est du. Ah non, lui dites pas ça, ça va lui faire de la peine. Non, mais on change rien. Il va bouder après, non. Il faut bien comprendre que si on paye la dette, d'abord le on, c'est qui? Et à qui on la paye? Donc ça veut dire des milliards qui vont vers les banquiers, qui se sont déjà remplis les poches avec ça.
Et en plus, ça veut dire que forcément, ça sera des attaques contre les budgets sociaux. Parce que les milliards, on va nous dire, ah ben il faut les prendre là, les milliards. On ne va pas les prendre dans la poche des riches, on va la prendre toujours dans les mêmes poches. C'est ça, donc à partir du moment où on discute de payer la dette, ça veut dire que c'est des attaques contre les populations. En 2005, vous étiez pour ou contre? J'ai été victime de la propagande habituelle, européiste, que j'appelle le virus européen. Je regrette amèrement d'avoir voté pour. Bon ben merci à tous. Philippe, merci d'avoir été avec nous. À la prochaine. À la prochaine. Ravi de vous avoir connu. Ouais. Nous sommes toujours en compagnie de Julie Delpy, de Pierre Péan, de Claude Allègre. Et nous accueillons notre invité du samedi 20h ce soir, Charlotte Valandré. Bonsoir. Alors Charlotte, jeune actrice prometteuse révélée dans les années 80 par le film Rouge baiser de Vera Belmont, vous apprenez votre séropositivité quelques mois plus tard, à la veille de vos 18 ans. En 2003, l'état de votre cœur nécrosé à 90% nécessite une greffe. L'opération réussit. Dans votre nouveau livre de Cœur inconnu, publié au Cherche Midi, vous racontez votre vie depuis votre greffe. Et là, c'est incroyable, vous racontez que vous tombez amoureuse du mari de la femme dont on vous a greffé le cœur, que vous vous mettez à aimer le vin et la tarte au citron. Est-il possible que le greffon change le greffé? Existe-t-il une mémoire cellulaire? Vous nous raconterez votre histoire à 20h. En attendant, j'accueille Stéphane Guillon. T'as des fans. Ouais, mais à vous, Stéphane, pour Guillon 2012. Jean-Christophe Cambadélis, qui dénonce une primaire socialiste trop pépère, trop chochotte, a été entendu. Les candidats se lâchent. Paresseux, menteurs, tricheurs, candidats de substitution. Bon, c'est pas mal, mais il faut y aller beaucoup plus fort. Hein. Voleurs, obsédés, racistes, vieilles truies, sac à merde, pédophiles. Le PS perdra la présidentielle, mais au moins, ils n'auront pas été des chochottes. Déclaration de Carla Bruni. Franchement, je n'en peux plus. Je dois rester assise ou allongée. J'ai hâte que ça se termine. Nous aussi, on a hâte que ça se termine. 5 ans que ça dure, on n'en peut plus. Besson, hortefeux, Guéant. On a beau manger du pamplemousse, des fraises. On a la nausée du matin au soir. La gerbe, assis, allongé, debout. On a hâte que ça se termine. Copé, l'homme qui souhaite instaurer un serment d'allégeance aux armes auprès des jeunes Français, se serait fait offrir des vacances par Taquiédine, sulfureux marchand d'armes mis en examen. On peut voir Copé barbotant dans la piscine de Taquiédine? Copé devrait plutôt instaurer un serment d'allégeance à l'honnêteté pour tous les hommes politiques. Je jure de ne plus me faire offrir de vacances à Antibes, Londres ou Venise par des marchands d'armes sulfureux ayant trempé dans des affaires louches. Journée du patrimoine, 5000 personnes ont visité le bureau de Xavier Bertrand. On aimerait connaître les 5000 personnes qui s'emmerdent le dimanche au point de vouloir visiter le bureau de Xavier Bertrand. Journée du patrimoine, toujours. Christine Boutin déclare « J'aime me balader nue chez moi ». Aucune visite. François Bayrou dénonce les porteurs de mallettes sans les nommer. En juin, Luc Ferry avait dénoncé des ministres pédophiles sans les nommer. Dimanche, DSK a évoqué un complot sans nommer personne. On aimerait enfin savoir qui est ce ministre pédophile qui trimballe des valises de billets et qui a forcé DSK à avoir une relation sexuelle avec une femme de chambre dans un Sofitel.
France Inter accuse Mélenchon de zapper leur radio pour aller sur Europe 1. Bah oui, mais bon, Mélenchon, il est de gauche. Et en bon militant, il a choisi Europe 1, qui est quand même moins à droite que France Inter. Une molécule miracle a permis de rétablir les capacités mémorielles chez une souris atteinte de la maladie d'Alzheimer. Il faut que tous nos hommes politiques la prennent chaque matin pour qu'ils n'oublient jamais les valises de billets, les cabinets noirs, les écoutes téléphoniques, le blanchiment d'argent, toutes les saloperies qu'ils font durant leur mandat. Au Danemark, des donneurs de sperme roux se sont vus refuser leurs dons, motif, trop d'offres par rapport à la demande. Sont concernés également les hommes aux cheveux blancs, trop d'offres, trop d'offres. Et les hommes portant une moumoute ou des implants capillaires, trop d'offres, trop d'offres. Dans votre livre, Un cœur inconnu, Charlotte Valandrey, vous abordez la théorie de la mémoire cellulaire selon laquelle, lors d'une greffe d'organes, le donneur peut transmettre au receveur des souvenirs de lui et des fragments de son caractère. C'est tout à fait vrai. Depuis que la sœur de Richard Berry a reçu son rein, elle a un caractère de merde. Le prochain vainqueur de l'émission Incroyable Talent gagnera le droit d'assurer la première partie de la comédie musicale de Pascal Obispo. C'est bizarre, hein ? Une émission où le vainqueur est puni. 23 sourds et muets ont été refusés sur un avion d'Air Méditerranée en raison de leur handicap. Ils étaient furieux. Pourtant, les témoins présents disent qu'ils ont quitté l'avion dans un silence de cathédrale. Pas un mot plus haut que l'autre. Espace, où va s'écraser le satellite UARS qui ne s'est pas désintégré lors de son entrée dans l'atmosphère? Sur la Grèce. Ce serait pas mal, ça soulagerait tout le monde. À la semaine prochaine, merci beaucoup. Voilà, c'était Stéphane Guillon. Je vous retrouverai ici la semaine prochaine. Et d'ici là, on passe maintenant à notre invité du samedi 20h. Charlotte Valandrey, rebonsoir. Vous publiez au Cherche Midi 2 cœurs inconnus, où vous racontez comment, après votre greffe du cœur, vous avez découvert quelqu'un d'autre dans votre corps. Tout commence par un cauchemar récurrent qui débute en fait 2 ans exactement après la greffe. Oui, ça va durer pendant 1 an et demi, tous les mois. Et à part le premier où je rêve de ma propre mort, tous les autres, je rêve d'un accident de voiture. Je suis dans la voiture, c'est pas ma voiture, je me sens un peu observatrice dans la voiture. Il pleut très très fort. J'ai une bague qui n'est pas la mienne. Il y a un nouveau-né qui est parfois derrière, à côté de moi. Enfin, c'est assez angoissant. Et à la fin, ça finit par un choc. Ce qui est terrible, c'est que vous dites à votre psy, ce n'était pas un rêve comme les autres. C'était comme si ce n'était pas mon rêve. Enfin, je sais que c'est pas moi que ça arrive, cet accident. Je sens que c'est pas un rêve prémonitoire. Ouais. Voilà, et je lui dis, mais c'est vrai que ma psy que je vois régulièrement essaye toujours de démonter oui, elle essaye de vous rationaliser le truc, mais en fait, pas du tout. Voilà. Ouais. Alors là, vous mettez à boire du vin alors que vous n'en buvez pas d'habitude. Oui, j'en ai pas bu depuis 86. La dernière fois que vous aviez bu de l'alcool, c'était à Berlin pour Rouge Baiser. Vous aviez eu un prix d'interprétation, vous aviez bu un coup. Oui. Et là, vous dites à votre psy, ces rêves semblent gravés en moi. Bah, il semble, oui, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qu'il faut que je comprenne. Il y a un message qui est en train de passer. Voilà, alors qu'est-ce que c'est? Donc au bout d'1 an, en fait, comme j'en ai marre, et que la rationalisation de ma psy ou de copains ou de personnes ne me suffit pas et ne me correspond pas, je décide de partir à la recherche de la personne qui m'aurait donné mon cœur, parce que j'ai l'impression que si je trouve, tout ça va s'arrêter. Alors, c'est très bizarre. Vous mettez à aimer, par exemple, la tarte au citron. Voilà.
Vous partez en Inde, vous n'avez jamais mis les pieds. Oui. Là-bas, vous avez quand même des impressions de déjà-vu. Oui, et puis déjà, avant de partir en Inde, c'est après une rupture amoureuse. Et je sens qu'il faut que je parte quelque part. Et je cherche un peu. Et puis, à un moment donné, c'est évident, il faut que j'aille en Inde. Je passe devant une agence de voyage et je vois Inde. Je me dis, mais c'est là. Je me retrouve devant le Taj Mahal. Et je dis à mon amie Lily, qui est avec moi, écoute, c'est très bizarre. Je me sens bizarre. J'ai l'impression que je suis déjà venue ici avec quelqu'un que j'aimais. J'étais heureuse. Et je suis sûre qu'il y a une rivière derrière... au fond de ce monument. Et en fait, vous l'avez vu, la rivière, elle y est. Ouais, absolument. Alors, en surfant sur Internet, vous finissez par mettre un nom sur ce que vous vivez. Ça s'appelle la mémoire cellulaire. Alors, c'est des phénomènes qui sont décrits par plusieurs greffés du cœur. C'est l'expérience de moments vécus ou de traumatismes, en fait, qui ne vous appartiennent pas. Oui, c'est la mémoire cellulaire et en fait, c'est la mémoire du corps. Ouais. Qui se souvient de sensations ou de chocs, de traumatismes. Et je pense en effet que c'est ce qui m'est arrivé. Et j'ai été contactée aujourd'hui, et ça me fait plaisir, par une chercheuse du CNRS qui aimerait bien qu'on se rencontre et qui fait des études là-dessus et qui me dit en effet que alors, c'est pas scientifiquement prouvé, la mémoire cellulaire. Non, mais il y a des gens qui commencent à s'y intéresser. Qui travaillent, quand même. En fait, on a découvert des petites protéines, des neuropeptides, oui. qui sont dans le cerveau, mais aussi dans le corps. Et qui, oui, on pensait que c'était que dans le cerveau, et en fait, ils se trouvent aussi dans le cœur, et on pense que peut-être ces neuropeptides peuvent donner des informations au cerveau qui feraient un parallèle avec tout ça. Donc en fait, on aurait des informations stockées dans d'autres cellules que notre cerveau. Oui, alors ça n'arrive pas à tout le monde, hein. Je pense qu'il faut être aussi ouvert à ça, il y a des compatibilités. Enfin voilà, chaque receveur va pas... faut pas avoir peur non plus, c'est ça que j'aimerais bien dire. Aux USA, une femme, dites-vous dans votre livre, a rêvé du nom et du prénom de son donneur. Et une petite fille a rêvé la scène de l'assassinat du donneur. Et ils ont arrêté, d'ailleurs, l'assassin du donneur de cette petite fille. Alors là, vous commencez à recevoir des lettres. Un homme qui affirme que vous portez le cœur de sa femme, qui est morte dans un accident de voiture des lettres anonymes. La nuit précédant la greffe. Donc dans la première, ils me disent « Je connais ce cœur qui bat en vous, je l'aimais ». Ouais. Et à la troisième, il dit « Je ne veux plus vous importuner avec ça, ça ne serait pas bien que je vous rencontre ». Tout ça est anonyme, je vais vous laisser tranquille, mais je suis heureux de voir que vous êtes en vie, que vous avez la pêche, et ma femme était comme ça, et je vous remercie. Alors là, vous mettez en quête du donneur, sauf que c'est interdit par la loi. Oui, c'est anonyme. Je suis en face de mur, c'est-à-dire que je vais voir des hauts placés à l'hôpital, et en fait, ils m'expliquent qu'en effet, c'est l'anonymat, et que donc, ils n'ont aucune... ils n'ont rien à me dire, et que même, mais très gentiment, hein, et que même si cette personne avait été prélevée dans le même hôpital où j'ai été greffée, ça ne voulait absolument pas dire que j'avais le cœur de cette personne. Il peut aller n'importe où en France, comme n'importe quel cœur peut venir de France aussi. Et là, au printemps 2007, un inconnu vous aborde au théâtre où vous jouez La mémoire de l'eau. Oui, c'est marrant en plus, La mémoire de l'eau. La mémoire de l'eau. Mémoire. Ouais. Il a déjà assisté à une dizaine de représentations. Il vient plein de fois, mais moi je ne le vois pas. C'est mes partenaires qui me disent, tu vois, je dis non, mais moi je ne regarde pas. Quand je joue, je sais pas, je suis... Là, lui se dit divorcé dans un premier temps. Oui, quand je finis par accepter de le rencontrer, et je trouve que c'est un très beau garçon, et je ne suis pas insensible à ça, donc il m'intéresse. Et je lui demande, mais vous êtes veuf? Parce que j'ai eu peur pendant 30 secondes, et en fait il me dit non, je suis en plein divorce. Voilà. Un an plus tard, vous êtes avec lui, donc vous êtes seul chez lui, et poussé par une intuition, vous ouvrez un secrétaire. C'était un loft très moderne et il y avait un meuble indien. Donc au bout d'un moment, j'ai commencé à me demander pourquoi ce meuble indien. Et ce matin-là, il a oublié son portable. Et il le cherchait. Et je me suis dit, je vais lui donner plutôt qu'il revienne le chercher. Et en fait, du coup, j'ai ouvert ce meuble et je suis tombée sur un dossier qui disait que en fait, sa femme était décédée le 4 novembre 2003 dans un accident de voiture. Place de la Nation. Oui. Voilà. Alors là, vous rencontrez une infirmière qui accepte de vous parler parce qu'elle va prendre sa retraite. C'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup sympathisé, qui a été très en empathie avec moi et qui, à la fin, juste avant sa retraite, me dit « Écoutez, si vraiment vous n'avez pas trouvé, peut-être je pourrais vous dire le nom ou le prénom de la personne qui a été prélevée ce matin-là. » Voilà. Ouais. Là, évidemment, cette découverte vous choque, vous faites un 3e infarctus, mais comme vous avez une bonne santé, vous vous en remettez très bien. Oui, ça n'a pas été facile en même temps, mais aujourd'hui, ça va bien. Vous êtes solide.
Alors, moi, le détail qui m'a tué dans votre histoire, c'est la tarte au citron meringuée. Parce que vous ne mangiez jamais de tarte au citron meringuée. Ah non, je détestais ça. Quand vous mangez la tarte au citron meringuée, vous enlevez la meringue, parce que, en fait, oui. ce que vous aimez, c'est la tarte au citron, la meringue, vous trouvez ça joli. Et la pâte. Voilà. Et cet homme vous dit, c'est exactement ce qu'aimait ma femme. C'est une histoire extraordinaire, hein. C'est un scénario de film. Ça pourrait. Ça pourrait. J'espère que ça va l'être. J'espère aussi. Vous avez l'air sceptique, vous? Ah non, pas sceptique du tout. Moi, c'est des trucs, c'est fascinant, mais j'ai pas d'expérience du tout de ce genre-là. Mais en même temps, j'ai beaucoup de respect, alors énormément de respect et de fascination pour, justement, et j'y crois. Par contre, la mémoire cellulaire, mais je pense que c'est tout à fait scientifique et je sais pas, on va demander à Claude, qui a quand même quelques connaissances scientifiques. Il faut avoir présent à l'esprit quelque chose de démontré, c'est que le cerveau fonctionne et fabrique des images tout seul. Hein, c'est pour ça que vous avez des rêves, certains sont prémonitoires. Pourquoi? Parce que le cerveau l'a fabriqué. Vous avez des images qui sont fabriquées sans arrêt. Les images, vous les stockez, et ensuite, par suite des connexions qui se font dans le cerveau, vous fabriquez des images de synthèse. Et vous fabriquez des histoires de synthèse. Donc, c'est vrai qu'il y a une activité qui échappe à la volonté du cerveau. Ma tendance, c'est de penser que cette demoiselle a un cerveau qui fonctionne bien et qui fabrique des histoires, voilà, et qui fabrique des histoires intéressantes et qu'elle devrait être scénariste de films, en même temps que c'est une excellente actrice, mais que j'ai vu jouer très, très souvent. Dans Les Cordiers, oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que d'abord, l'histoire est fascinante. Fascinante. Oui, et plus généralement, j'aime les histoires que je ne comprends pas. Ouais. Et donc, c'est une histoire donc, voilà, qui a les deux éléments. Il y a quelque chose de Marc Lévy dans cette histoire, un peu. Non, hein? donc je n'ai pas de jugement du tout. Je suis fasciné. Voilà, c'est tout. Quelles ont été les réactions à la sortie de votre bouquin, alors? Bon, il est sorti que depuis une semaine. Hein. Oui, mais ça fait du bruit. Oui, ça fait du bruit. En général, enfin, en tout cas, les journalistes, super touchés, accueillants, gentils, enfin, voilà, curieux, évidemment, mais je parle avec eux, enfin, je leur explique sincèrement les choses. Voilà, enfin, sur Internet, j'ai été un peu regardée, en effet, les gens trouvent ça incroyable. Ils m'envoient plein de mots d'amour gentils, on vous aime, enfin, je sais pas, voilà. C'est quand même incroyable de tomber amoureux du mec veuve de la femme dont vous portez le cœur, quand même. Oui, mais il est venu vers moi. Ça me paraît pas invraisemblable, ça. Ah bon? Il est venu vers moi. Moi, je suis une grande amoureuse, quand même. Mon premier livre était comme ça, beaucoup comme ça. Je suis encore. Donc, je vous dis, quand je rencontre un mec qui a, je sais pas, qui est sympa, qui est mignon, et on peut discuter, on s'entend bien, on rigole, j'y vais, moi. J'essaye, en tout cas. Donc, voilà. Donc, de mon côté, c'est un peu, je vais pas dire banal, mais c'est comme ça. Et de son côté, oui, après, c'est une coïncidence extraordinaire. On comprend pourquoi on parle toujours de cœur. On dit mon cœur bat pour toi. Ouais, j'ai des hauts le cœur. L'importance du cœur dans les histoires d'amour, d'un seul coup, est démontrée, non? Merci de votre témoignage. Alors, avant de se quitter, je vais faire une mise au point. Lors du témoignage d'Alice et Sarah Meunier la semaine dernière, j'ai omis de signaler le livre Complot mondial contre la santé de Claire Séverac, qui avait mené son enquête à propos du vaccin contre le cancer du col de l'utérus. Voilà, c'est fait. Dont acte. Voilà, c'était Salut les Terriens, votre talk du samedi avec Pierre Péan pour La République des Mallettes, publié chez Fayard. Julie Delpy, le Skylab, en salle mercredi. Philippe Poutou, candidat d'une MPA à la présidentielle. Claude Allègre, pour Peut-on encore sauver l'Europe, chez Plomb. Charlotte Valandré, pour Deux cœurs inconnus, merci au Cherche Midi. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Je vous laisse avec Roland.com et pour les abonnés à 20h50, 600 kilos d'or pur avec Clovis Cornillac, Bruno Solo et Patrick Chenet. Rendez-vous samedi prochain à la même heure. Et d'ici là, sur canalplus.fr avec 2 bonus, le top des vannes et l'édito d'Égrément. Salut les terriens!
pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.